Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue pour ce second temps de parole. Nous recevons Daniel Zaïdani. Daniel Zaïdani, bonjour. Bonjour. Alors, c'est une journée importante aujourd'hui, je vais expliquer. Quand vous étiez président du conseil départemental, vous avez sollicité le sénateur Tani pour revoir le mode de scrutin au niveau du conseil départemental pour en faire un scrutin proportionnel de liste. C'était un vœu pieux que vous aviez pour plus de justesse et plus de démocratie à Mayotte. Ce projet a capoté dans les circonstances qu'on connaît en 2016, de manière un peu rocambolesque, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, il y a la présentation d'un deuxième projet dont vous avez eu connaissance, mais vous n'avez pas travaillé dessus apparemment. Quel est votre sentiment sur cette échéance aujourd'hui ? Présentation. Tout d'abord, je tiens à souhaiter une bonne année oui. à vos auditrices et à vos auditeurs. Téléspectateurs et téléspectatrices, bonne année à vous tous, bonne année à vous-même. Merci et beaucoup. Bonne année à toute l'équipe de Kwesi qui sont au rendez-vous chaque matin. On fait ce qu'on peut. Hein. Tout à fait. Donc effectivement, la présentation de ce nouveau projet de réforme électorale a bien évolué depuis la demande qui émanait du conseil départemental à l'époque en 2012, où nous souhaitions justement que la population mahoraise puisse se réapproprier le conseil départemental à travers le choix notamment du président qui se fasse directement par la population et non pas à huis clos dans des conditions parfois très particulières. Donc de ce fait, je pense que c'était une demande qui permettait d'aller de l'avant avec une plus grande transparence et bien évidemment de garantir également une plus grande stabilité au sein du conseil départemental et je dirais surtout d'avoir un dialogue clair auprès de la population puisque en se présentant à elle, ce n'est pas simplement un projet clanique ou villageois qui se ferait canton après canton, mais plutôt un projet territorial pour la population et pour l'évolution de ce territoire. Donc, quelque part, il y aurait beaucoup plus de transparence et de modernisme dans cette volonté. Aujourd'hui, je ne peux que constater, premièrement, que le deuxième document qui est proposé s'est fait, j'imagine, entre l'exécutif du conseil départemental actuel et le sénateur Tani, puisqu'il n'y a pas eu d'échange particulier avec les conseillers départementaux que nous sommes. Vous n'avez pas participé du tout. Il n'y a pas eu d'atelier de travail, pas de commission. Aucun atelier dans lequel nous avons été clairement sollicités pour monter le dossier. Il y a bien eu une présentation générale au tout début de ce projet, mais les points arrêtés n'ont jamais été discutés et n'ont jamais fait l'objet même d'une délibération en interne. Je trouve suffisamment cocasse quand même que ce document soit présenté directement au plan national sans que pour autant il ait été validé par les conseillers départementaux. C'est premier point, puisqu'il n'est pas passé en séance, que je sache. Tout à fait. Tout à fait. Donc, deuxièmement, j'ai l'impression également que ce fameux toilettage institutionnel est quand même, comme beaucoup le craignaient, un fourre-tout, où on s'amuse à faire passer des choses qui ne devraient pas forcément y être dedans. Notamment le port de Longoni, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait, puisque lorsque vous regardez sur le port de Longoni, on constate que il est proposé dans ce toilettage institutionnel que le port de Longoni soit transformé en grand port maritime. Là encore, aucun débat en interne au sein du conseil départemental là-dessus. Je rappelle qu'aujourd'hui, ceux qui ont l'autorité de gestion sur le port, c'est le conseil départemental. Et de ce fait, depuis 2014, le conseil départemental perçoit plus de 6 millions d'euros chaque année dans ses recettes. Donc de redevances. Et je ne vois toujours dans ce document aucune compensation financière particulière pour le conseil départemental. Et donc, de ce fait, encore une perte financière. Donc, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Mais pourquoi pas? Parce que quelque part, peut-être, ça apportera un peu plus d'apaisement politique dans la gestion du port de Longoni, puisque comme vous le titrez très bien aujourd'hui, le 21 janvier dernier, plus de 17 dossiers qui ont été présentés par le conseil départemental contre MCG, 15 ont été perdus par le conseil départemental. Ceci démontrant encore une fois, conformément à ce que je dis depuis le départ, que le problème auquel nous sommes confrontés au sein du port de Longoni, c'est bien un problème de gestion actuelle et de non-respect
de la DSP. DSP d'ailleurs qui a été encore une fois confortée, puisque je rappelle que en début du mois de janvier, Lavalin, qui avait remis en question la DSP, a perdu une nouvelle fois contre le conseil départemental, qui devant les tribunaux, a défendu la DSP. Mais bon, vous savez que quand on vient dans les médias, au contraire, on en dit tout le mal qu'on en pense, mais quand on est devant une institution officielle, on en dit tout le bien de ce document. Donc je crois que effectivement, ce fourre-tout, cette manière de glisser les choses sans vraiment en discuter avec les conseillers, c'est malsain. Par ailleurs, lorsque je regarde les motivations réelles du président du conseil départemental sur cette toilettage institutionnel, c'était de garantir un financement régional au sein du conseil départemental. Octroyer les dotations régionales. Tout à fait. Pour les compétences régionales qui doivent être les siennes. Alors, à la lecture de ce document, à aucun moment on peut y voir spécifiquement une dotation supplémentaire par rapport à ce que le conseil départemental touche actuellement. Bien au contraire, on reste sur le même niveau de financement, démontrant encore une fois que les motivations qui ont poussé à aller vers ce toilettage institutionnel ne sont pas justifiées. Alors, excusez-moi, je vous coupe parce que c'est juste une question technique. Est-ce qu'il n'y a pas une réponse justement constitutionnelle à ça? Je pense à l'article 40, puisque ça fera l'objet d'une proposition de loi de la part du sénateur Tani. Mais un parlementaire ne peut pas demander des budgets dans le cadre de ces lois, de ces prérogatives. Donc c'est peut-être pour ça qu'il ne le demande pas, mais qu'il élargit les compétences. À la lecture de ce document, il est simplement indiqué que le département de Mayotte, puisque c'est le nom qui a été choisi pour le territoire de Mayotte, notre collectivité unique à l'époque, suite au référendum de 2009, c'est le choix qui avait été choisi et qui a été transcrit dans la loi de 2011 et de 2010. Donc là aujourd'hui, on constate simplement que tous les références au département de Mayotte ou à la région de Mayotte sont remplacés par département-région de Mayotte. Donc là, il y a une transposition de nom et une transposition des moyens et financiers. Oui. Mais à aucun moment on nous dit qu'il y aura par un article de loi différent, une dotation particulière. Bien au contraire, on dit compte tenu des spécificités de Mayotte, on va s'arrêter sur une dotation de 90 millions d'euros. Voilà. Mais là, c'est pas une équivalence qui est proposée. Voilà, en termes de DGF. Là, on est en train de se tirer une balle dans le pied, en fait. Donc moi, je ne comprends pas quel est l'objet réel. Pour moi, la seule avancée, c'est finalement le point que nous défendions depuis le départ, c'est-à-dire la réforme du mode électoral. Et là, concernant la réforme du mode électoral, on est en droit aussi d'être surpris parce que si effectivement nous constatons que le nombre d'élus progresse, nous constatons que sur les 13 cantons actuels, comme vous savez, puisqu'il y a 13 cantons avec des binômes actuellement, donc 26 conseillers, avec une garantie d'avoir une équité par les sections, 2 actuellement par section de 13. Dans le nouveau, dans ce projet de loi qui est proposé, nous avons donc toujours 13 sections dans lesquelles vont se répartir les conseillers, mais à chaque section, il est affecté 4 conseillers départementaux. Donc 2 de plus par canton. 2 de plus par canton, sauf pour le canton de Pamandzi. Oh. Donc, encore une fois, cette fois-ci, et cela est fait de manière officielle, on discrimine officiellement le canton de Pamandzi en affectant que 3 conseillers et 4 conseillers dans tous les cantons, y compris sur la section de Mamoudzou, où il y a actuellement 3 cantons et on affecte bien 4 conseillers par canton dans Mamoudzou. Ce qui fait que Mamoudzou, rien que Mamoudzou se retrouverait à 12 et Pamandzi à 3. Le seul territoire qui se retrouverait avec 3 conseillers. C'est inadmissible. Là où il devait y avoir 51 conseillers régionaux, j'ai envie de dire, voilà, départementaux régionaux, enfin, il devrait y en avoir 52, il y en a 51. Et c'est Pamandzi qui est amputé d'un conseiller. Exactement. Pourquoi? J'imagine qu'on pourra éventuellement parler de la population, mais je rappelle qu'une population évolue, donc, et que jusqu'à présent, jamais un élu
de Mayotte s'est aventuré à créer une discrimination sur le territoire de Mayotte. Vous savez, même lorsqu'on était à 19 conseillers et que dans les cantons les plus petits qu'on pouvait retrouver au sud ou au nord, on s'est toujours assuré que la représentation soit la même d'une extrémité à l'autre du territoire. Et là, pour la première fois, entre le président du conseil départemental et le sénateur Tani, ils ont discriminé le canton de Pamandzi. Voilà, je ne vais pas ramener ça à ma personne, mais je ne fais que constater que lorsqu'on soit discriminé au sein du conseil départemental, c'est toujours la petite terre, c'est toujours Pamandzi. Je parle de fait. Le 11 décembre dernier, nous étions réunis en séance plénière. Le président du conseil départemental a affecté à la grande majorité des communes des contrats territoriaux pour aider les communes à mettre en place leurs projets. Encore une fois, le canton de Pamandzi n'a bénéficié d'aucune aide sous prétexte qu'aucun dossier n'avait été prêt pour le 11 décembre. Alors que 2 mois avant, le maire de Pamandzi, sous la présence de Issa Abdou, avait présenté les dossiers prêts pour Pamandzi à être subventionnés. De la même manière, je le rappelle régulièrement, vous étiez là en séance, la PMI de Pamandzi, qui est prête à ouvrir, ne s'ouvre pas pour des raisons de discrimination politique, des choix politiques. Le centre social où le conseil départemental paye depuis plus de 3 ans un loyer, où il a fait des aménagements dedans pour accueillir du personnel, eh ben, pendant 3 ans, on a préféré ne pas l'ouvrir parce que ce centre social se trouve à Pamandzi. Donc, encore une fois, on discrimine la population de Pamandzi pour des bassesses politiques, et ça, c'est véritablement honteux de la part de ces élus, que ce soit du conseil départemental que du sénateur Tani. En clair, on vous savonne la planche. Ben, en clair, on savonne, on institutionnalise la discrimination entre Mahorais en faisant en sorte que Pamandzi soit la moins bien représentée au sein du conseil départemental. C'est inacceptable. Comment voulez-vous, en toute sérénité, défendre l'égalité et l'équité avec le gouvernement français si au sein du territoire de Mayotte, on développe cette discrimination que j'ai citée à plusieurs reprises en exemple. Bon voilà, c'est regrettable, c'est vraiment regrettable. Il nous reste 2 minutes simplement, oui. C'est déjà passé très très vite. Voulez-vous qu'on reste sur le toilettage institutionnel ou on aborde la délinquance, le grand débat national? Ben, on peut parler de la délinquance et du grand débat aussi. Alors, la délinquance, une baisse de 8,8% annoncée par le procureur de la République et par le préfet hier. Quel est votre sentiment? Alors, mitigé. D'abord, lorsqu'on se promène dans les rues de Mamoudzou, on ressent une présence policière beaucoup plus marquée qui permet finalement à la population de se sentir mieux. En même temps, il est clair que les chiffres de la délinquance, ce sont les actes de délinquance qui sont enregistrés auprès du commissariat. Et vous le savez, beaucoup décident maintenant ou de manière encore significative de ne pas déposer plainte à chaque fois qu'il y a une agression, à chaque fois qu'il y a un cambriolage, etc., etc. Donc forcément, ça impacte sur le résultat. Néanmoins, comme je l'ai dit, je note qu'il y a quand même une présence plus forte, pas forcément des initiatives aussi qui sont prises de plus en plus régulièrement. On voit des opérations qui sont faites ici ou là, mais je pense qu'il y a encore un gros travail qui peut encore être réalisé sur le territoire, notamment sur la capitale, sur le chef-lieu qui est Mamoudzou. Je pense notamment à toutes ces activités illégales qui se trouvent autour de la barge, visibles aux yeux de tous. Là aussi, on laisse quand même un laisser-aller, un laisser-faire qui est quand même un petit peu délicat. Et concernant le grand débat national, effectivement, le président de la République avait décidé d'inviter 200 maires ultramarins pour faire partager également les doléances de la population. Je viens d'entendre que le maire de Chiconi y sera et il n'y sera pas seul, donc c'est une bonne chose. Et à titre personnel, je profiterai de ces débats pour faire une note, notamment sur la fiscalité, que je présenterai cette semaine, que je mettrai à votre disposition des journalistes, et la semaine prochaine sur la vie chère. Ce sera ma contribution à titre personnel, parce que je crois que nous ne devons pas rater toutes les opportunités qui nous sont données de présenter les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, tant bien même que cet exercice soit répétitif. Mais comme vous le savez, le propre même d'un élu, c'est de
continuer désespérément à expliquer le positionnement de sa population afin d'espérer une avancée. C'est comme ça que nous avons obtenu la départementalisation, d'ailleurs. Daniel Zaidani, merci beaucoup. C'est déjà fini pour ce temps de parole. Le temps est passé extrêmement vite. Je vous remercie, à très très bientôt sur ces antennes. Je vous en prie. C'est fini pour ce temps de parole.